Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV 78, 26 minutes d'actualité locale. Nous sommes le jeudi 6 février, voici les titres. Le déplacement ce matin dans les Yvelines de Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, s'est rendue notamment au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École, visite sur place d'un chantier de sécurisation du site. 9e jour de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites, les avocats aussi sont mobilisés avec plusieurs centaines d'audiences reportées au barreau de Versailles. Le Premier ministre leur a fait des propositions hier pour sortir du conflit. Et puis la page consacrée aux élections municipales à Magny-les-Hameaux. Il pourrait y avoir 3 candidats. L'ancien conseiller municipal Dominique Gratepin tente de constituer son équipe autour de la liste Magny le bon sens. Quelques idées de sortie à faire aussi ce week-end dans les Yvelines à retrouver tout à l'heure dans ce journal. Je vous le disais dans les titres, Geneviève Darrieussecq était ce matin au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. La secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées est venue faire un point d'étape sur le chantier lancé dans le cadre du plan lycée. Le reportage d'Aurélie Ronce. Point d'honneur à le faire correctement. Première pierre pour ce bâtiment qui offrira dès la rentrée prochaine 180 places d'hébergement aux élèves du lycée militaire de Saint-Cyr. Coût de ces travaux, 7 millions d'euros. Ils sont entièrement financés par le plan lycée lancé par la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Nous avons besoin de conserver ces infrastructures en bon état. Nous avons pérennisé ces lycées, pérennisé l'enseignement qu'il y avait à l'intérieur de ces lycées et même augmenté les filières possibles. Et donc nous avions besoin de travailler sur les infrastructures dont certaines sont très vieillissantes et nécessitent vraiment des améliorations. Ce bâtiment modulaire de 2000 m² est la première infrastructure nouvelle qui voit le jour dans le cadre du plan lycée. Évolutif, il accueillera dans un second temps des salles de cours. Donc on a en charge ces travaux et par la suite d'autres travaux qui en découlent, dont notamment la rénovation d'un bâtiment complet de chambres et les sanitaires de tous les internats dans le bâtiment ancien qui date de l'après-guerre. La France compte sur son territoire 6 établissements de la défense. Plus de 110 millions d'euros vont ainsi être consacrés jusqu'en 2025 à l'amélioration des conditions de travail et de vie des élèves et des enseignants. La grève contre la réforme des retraites a passé le 2e mois de contestation. Aujourd'hui, c'était la 8e journée de mobilisation interprofessionnelle. Et depuis un mois, les avocats aussi sont engagés dans le conflit. On en parle avec Mandine Blondin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate au barreau de Versailles. Une grève qui dure. Le Premier ministre Édouard Philippe vous a fait notamment des propositions hier. On va en parler tout à l'heure pour sortir du conflit. Quelles conséquences ça a concrètement sur le fonctionnement normal de la justice? Si on prend l'exemple du barreau de Versailles, c'est des audiences qui sont reportées en ce moment. Exactement. Alors en réalité, les avocats se mobilisent depuis plus d'un mois maintenant au niveau national. C'est une mobilisation de grande ampleur. On n'a jamais vu une telle mobilisation depuis la Libération. Il y a plusieurs types de mouvements qui sont lancés, notamment au sein du barreau de Versailles. On a soit la grève des audiences qui consiste à demander des renvois systématiques de tous nos dossiers, que ce soit nos dossiers. Alors les gens pensent souvent au pénal. Il n'y a pas que le pénal, il y a également le droit de la famille, le droit du travail. Donc ça, c'est vraiment une grève de toutes les audiences. Et après, il y a ce qu'on appelle la grève du zèle qui consiste à venir cette fois-ci en grand nombre d'avocats pour contraindre au renvoi ou pour au contraire soulever un maximum de moyens de droit pour alourdir les audiences, pareil encore une fois de toute nature, pénale, civile. Voilà, c'est ce qu'on fait à Versailles. On est autour des 500 audiences aujourd'hui reportées. Alors j'ai pas de chiffre exact, mais en tout cas nous, centaines. en tout cas c'est ça. Et puis ne serait-ce qu'au sein du barreau de Versailles, comme je vous l'ai dit, là on vient de voter aujourd'hui la reconduction de la grève jusqu'à lundi prochain. Donc on va être quasiment à 5 semaines de grève que nous on appelle la grève dure. Ça veut dire que c'est vraiment un renvoi de tout. Et donc normalement dans toutes les audiences vous avez des demandes de renvoi de la part de mes confrères en soutien à ce mouvement-là. Donc ça donne un premier élément de réponse, en tout cas sur la réponse apportée par Édouard Philippe à cette contestation. Le bilan que vous faites un mois justement après le début de cette mobilisation? On fait un triste constat qui est qu'on s'oppose à un véritable mur de la part du gouvernement. On a donc, nous, notre profession est divisée au sein de barreaux qui sont ensuite représentés au niveau national par ce qu'on appelle le CNB, le Conseil national des barreaux, qui depuis 4 semaines a eu des formes de rencontres avec d'abord notre ministre de la Justice, Madame Belloubet, et là récemment depuis une semaine avec le Premier ministre Édouard Philippe. Et en réalité, alors ils se rencontrent, ils échangent, mais il n'y a absolument rien qui en ressort. Depuis 5 semaines, on a exactement les mêmes propositions.
à coups de communiqués de presse respectifs qui disent en réalité à chaque fois la même chose. Donc pour ce qui est de la négociation, en fait on n'a même plus de négociation, pour ce qui est d'échange avec le gouvernement, c'est impossible, manifestement on doit s'y résoudre. Maintenant nous au sein de notre barreau, on envisage désormais de parler plus avec nos députés ou nos sénateurs qui seront en fait l'étape d'après pour espérer avoir un échange avec des personnes qui pourront influencer cette réforme ou pas. Avec des actions pour le moment originales, on a vu un saut en parachute, quelqu'un qui vous a soutenu en sautant en parachute. Exactement. Également un flash mob qui a été effectué devant les grilles du château de Versailles. C'était les Versaillais. Pour faire parler de vous aussi. Exactement. En fait, on se rend compte que malheureusement on est une profession qui a du mal à se faire entendre parce que les gens ont du mal à sortir de cette idée de l'avocat. Quand on pense à un avocat, on pense à un richissime, sauf que quand on regarde concrètement les chiffres, les avocats, on n'est pas richissime. Le revenu médian d'un avocat, c'est 40 000 euros par an. Médian, ça veut dire qu'il y en a autant qui gagnent au-dessous qu'au-dessus. 40 000 euros, on est quand même loin du magot, comme on peut imaginer. Donc, on souffre de ce préjudice un peu d'image, et donc on essaye de faire parler de nous de manière un peu plus ludique. Donc, vous avez parlé en effet du flash mob de notre barreau à Versailles. Il y a d'autres barreaux qui ont fait des actions un petit peu, des communications un peu plus originales pour faire parler un peu de nous dans les médias. Vous avez Béthune et Bordeaux qui ont fait des dons du sang en se disant, quitte à être saigné, autant qu'on donne notre sang pour des causes utiles. Vous avez Le Havre qui a dansé, les confrères du Havre qui ont dansé en tutu pour faire un petit clin d'œil aux danseurs de l'Opéra de Paris qui ont, eux, obtenu de sortir du régime universel de réforme des retraites. Voilà, on essaye un peu d'être un peu originaux. Alors si on revient sur les origines de la mobilisation, on va voir s'afficher une animation qui revient sur les principaux points que prévoit cette réforme des retraites, notamment la fonte des 42 régimes spéciaux actuels en un seul nommé système universel. Expliquez-nous concrètement, dans les grandes lignes, comment fonctionne le système actuel des avocats de retraite et pourquoi il ne faut pas y toucher? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous venez de parler de régimes spéciaux. Nous, les avocats, et de manière générale, les professions libérales, nous ne sommes pas des régimes spéciaux, mais des régimes autonomes. Et c'est très différent parce que la Caisse nationale des avocats, donc notre caisse, c'est la CNBF, est autogérée, autofinancée depuis sa création. Ça veut dire qu'on ne coûte pas 1 euro à l'État. C'est uniquement les cotisations des avocats tous les mois, tous les trimestres qui alimentent cette caisse, et cette caisse ensuite redistribue pour les confrères qui sont à la retraite. Donc nous, on coûte absolument aucun euro à l'État, et même au-delà de ça, parce qu'on a été un petit peu accusé de pas faire preuve de solidarité en refusant d'intégrer le régime général. Tous les ans, on contribue à hauteur de 100 millions d'euros au bénéfice du régime général. Donc ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très bien. Dommage d'y toucher. Et ce qui est très quand même particulier, c'est de voir que le régime général est très déficitaire, et que dès que vous regardez les régimes autonomes, donc pas les régimes spéciaux, les régimes autonomes comme nous, par exemple les avocats, mais comme les infirmiers, comme d'autres professions, on est excédentaire. Et nous, c'est vrai que notre caisse, elle est excédentaire depuis 1948, et aujourd'hui, elle totalise un excédent de 2 milliards d'euros. Donc c'est pour ça qu'on est extrêmement attractif, et c'est pour ça que le gouvernement ne veut pas discuter avec nous. C'est que quoi qu'on dise, ils veulent ces 2 milliards d'euros, et ils vont nous les prendre. Alors le Premier ministre Édouard Philippe, je le disais tout à l'heure, a transmis un courrier à votre profession pour faire quelques propositions, en tout cas, pour compenser la hausse des cotisations de retraite, qui serait une réalité pour votre profession. C'est pas suffisant. En tout cas, vous reconduisez la grève, en tout cas, au barreau de Versailles. Alors, en réalité, à chaque fois, que ce soit la ministre de la Justice ou le Premier ministre, à chaque fois qu'on a des communiqués de presse sur des propositions d'aménagement, on comprend rien du tout. Et c'est pas nous, c'est tellement flou qu'on n'y comprend rien. On nous parle d'augmentation des assiettes, de diminution un peu de la CSG. Enfin voilà. Mettre en place notamment un surcoût de cotisation pour les avocats aux revenus les plus hauts. Voilà, c'est ça. Des pistes évoquées. Mais en réalité, c'est tellement difficilement concret qu'on n'arrive pas à comprendre vraiment la mise en application. C'est la raison pour laquelle donc, les mesures dont vous parlez, qui sont l'objet d'une proposition du Premier ministre, on a reçu ça en gros cette nuit. Vers 22h, notre instance nationale dont je vous ai parlé, le Conseil national des barreaux, se réunit aujourd'hui et demain au sein d'Assemblée générale pour étudier concrètement et faire les simulations de calcul pour voir un petit peu comment on va se positionner. On n'a pas une position de principe d'être en blocage et d'embêter tout le monde. On considère juste que notre autonomie n'a pas de prix et qu'elle coûte rien à personne. Et on a un de nos confrères qui s'est rendu célèbre, Xavier Autain, en disant « foutez-nous la paix au ministre ». Mais c'est exactement ça, on veut garder notre autonomie. Après, s'il y a des aménagements, on pourra en parler. Mais en tout cas, notre autonomie, elle est indispensable en l'état. On l'a compris, une grève qui va continuer pour les avocats et ceux du barreau de Versailles. Merci Amandine Blondin d'être venue en parler en plateau. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Versailles. Merci à vous. Et en cette journée nationale d'action contre le projet de loi sur les retraites, il y avait également cette mobilisation depuis 2 mois. Les retraités ont interpellé les maires des Yvelines sur leurs conditions en leur envoyant un courrier. Ils ont fait connaître leur réponse, la réponse des élus. Aujourd'hui, jeudi, c'était devant la mairie de Versailles. Manon Varaldo était sur place.
Dans les Yvelines, les retraités de la CGT, FSU, FGR, Solidaire, LSR ont attiré l'attention des 260 maires du département sur leur niveau de vie. Ils se sont adressés à eux par courrier. 14 maires ont répondu, 9 soutiennent leurs revendications, tel le maire de Limay et Magnanville. Ça fait des années que les pensions des retraités n'ont pas été revalorisées. En plus, ils ont été impactés par une hausse de la CSG. Ce qui fait que pour un très grand nombre de retraités, non seulement la pension n'a pas augmenté depuis très longtemps, mais elle baisse. Il y a beaucoup de retraités qui sont dans la misère et qu'il faut arrêter ce cycle et maintenant revaloriser les pensions. Les manifestants sont notamment contre la retraite par points et souhaitent qu'aucune pension soit inférieure au SMIC. Une retraite qui soit de toute façon, non pas à 64 ans, mais si possible même un retour à 60 ans. Je pense que le système par points est profondément injuste. Nous participons à la vie des communes. Donc les retraités ne sont pas des privilégiés. Nous sommes une partie de la population et nous avons nos revendications, notre pouvoir d'achat, nos conditions de vie et aussi pour se soigner. Parmi les manifestants, des actifs, eux aussi, contre cette réforme des retraites et sa répartition, comme ce mécanicien de Safran Aircraft Engine. C'est un travail pénible, on n'est pas reconnu en travaux pénibles en plus. On est le seul centre de Safran Aircraft Engine où il n'y a pas de reconnaissance sur les travaux pénibles. C'est inadmissible. Les retraités sont 17 millions en France, 260 000 dans les Yvelines. Dans l'actualité, un homme soupçonné de viol a été placé en garde à vue ce mercredi. Les faits se sont produits à Guyancourt dimanche matin au domicile de la victime, une policière. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle a subi l'agression au moment où elle rentrait chez elle. Le suspect est un pompier de Paris. Il a été interpellé sur son lieu de travail, retrouvé grâce à un portrait robot et aux caractéristiques de son véhicule. La sûreté départementale des Yvelines est en charge de l'enquête. 200 arbres plantés ce jeudi matin à la forêt domaniale de Port-Royal à Trappes. Des collaborateurs de la société Pampers et leurs enfants ont participé à cette opération accompagnée par l'Office national des forêts, une initiative issue d'un partenariat entre Reforestation, entreprise à vocation sociale, et le groupe spécialisé dans la production de couches. Elle s'est engagée à planter 80 000 arbres dans le monde. Écoutez ces interviews au micro de Nicolas Dandry. La forêt nous tient à cœur, et notamment pour le bien-être des générations futures. Et une partie de les couches sont composées de cellulose. La cellulose est issue du bois, et toute notre cellulose, elle est certifiée FSC, c'est-à-dire forêt gérée de manière durable. Et donc ça nous paraissait faire complètement sens avec nos engagements qui existaient déjà en la matière. Aujourd'hui, il faut restaurer l'équivalent de 10 millions de kilomètres carrés pour rester dans les clous de l'accord de Paris. C'est ce que nous dit le GIEC, les experts du climat. Et notre objectif Reforestation, c'est donc de planter 1 milliard d'arbres à horizon 2030 pour contribuer à cet objectif de limitation des effets du changement climatique et de restauration des écosystèmes. Un éboulement de talus qui a de lourdes conséquences. Il s'est produit mardi soir à proximité de la gare Sèvres-Ville d'Avray dans les Hauts-de-Seine. Conséquence, un trafic fortement perturbé sur les lignes L et U du Transilien hier, et ça se poursuit. Aucun train ne circulera en gare de Versailles rive droite pour la ligne L. Pas de ligne U non plus à Versailles-Chantier jusqu'au moins demain vendredi. Nos confrères de BFM Paris parlent même d'un trafic perturbé jusqu'au 24 février. Les itinéraires de substitution sont à consulter sur le site transilien.com. On reste à Versailles pour quelque chose de plus positif avec Mélanie Poquet. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour ce rendez-vous loisir dont vous nous venez parler chaque semaine, on se rend, je l'ai dit, à Versailles. Le tournoi d'Asthma Team est de retour dans la Cité Royale. Et oui, pour cette 3e édition, les organisateurs ont vu plus grand. Depuis 2 ans, le rendez-vous tournait autour d'un seul jeu, Hearthstone. Alors pour attirer un plus grand public et faire se rencontrer plus de joueurs, il y a 2 nouveaux tournois qui sont proposés par Arma Team. Un autour de League of Legends et le deuxième, c'est pour les fans de football, c'est FIFA 20. Écoutez. Le fait qu'il y ait plus de choix, ça permet de rassembler. Et puis au niveau de la commune de Versailles, c'était un petit peu la même idée. C'est qu'ils avaient eu des retours comme quoi il y avait des gens qui trouvaient l'initiative très bonne, mais comme c'était pas sur le jeu auquel ils jouaient, ils avaient l'impression d'un peu moins participer à la fête. Le jeu qu'on a fait les 2 premières années est toujours là, Hearthstone, parce que c'est vrai qu'on a réussi à créer un rendez-vous, donc l'idée c'était pas de tout perdre, mais voilà, avec les nouveaux jeux, d'ouvrir à de nouvelles personnes.
Le tournoi débute à 13h, mais pas d'inscription à prévoir. Mélanie, c'est surtout de la détermination qu'il va falloir montrer. Et oui, parce qu'Armatim et la mairie de Versailles ont choisi de faire que les tournois soient gratuits. Alors, elles ne sont pas extensibles, ces places. Pour être sûr de concourir, il faut arriver dès midi à l'hôtel de ville pour s'inscrire. Il y a 104 places pour League of Legends, 64 pour FIFA et 32 pour Hearthstone. Alors, autre particularité cette année, il n'y a pas de tournoi différent entre les amateurs et les professionnels. On peut donc se tester et demander des conseils aux meilleurs joueurs présents. Alors, Grégory, je sais de source sûre que vous êtes un fan de FIFA. Est-ce que je demande à ce qu'on vous garde une place ? J'aimerais bien, oui. Pourquoi pas me tester avec quelques amateurs et quelques initiés à FIFA. Merci Mélanie. D'autres idées de sortie à retrouver, bien sûr, dans votre émission, le 7-8 Loisirs, et c'est après ce journal. La page municipale pour clôturer cette édition. À La Verrière, une 4e candidature s'est lancée pour les élections municipales. Gérard Morfin propose une liste citoyenne dont il révélera le programme dans les semaines à venir. Les détails avec Marilène Yapicino. Ancien premier adjoint derrière Pierre Sélincourt, avant de passer dans l'opposition en montant une première liste citoyenne en 2002, Gérard Morfin présente à nouveau une liste citoyenne pour les élections de 2020. Il faut maintenant, quand on parle de démocratie, la vivre et la partager. Et ça fait partie de cet axe-là, de cette idée-là, que même une campagne électorale peut avoir des concepts citoyens. Une liste et un programme qui seront révélés au fur et à mesure, mais déjà la volonté d'établir des référents par quartier pour une meilleure représentativité de la commune. 3 d'entre eux ont été présentés, comme Aïcha Nedjari, une ancienne élue de la majorité. Moi, j'ai le quartier d'Orly Park. Pourquoi ? Parce que pendant de nombreuses années, j'ai été présidente de l'association des locataires. C'est pour ça que Gérard est venu me chercher pour être représentante de ce quartier qui me tient à cœur et pouvoir le proposer et l'ouvrir à d'autres quartiers de la Verrière qui sont vraiment cloisonnés aujourd'hui. Pas d'étiquette politique, la liste tient à son identité citoyenne pour vivre et partager la démocratie. Je ne fais pas de politique, j'ai jamais fait de politique. Et je ne suis pas là pour faire de la politique. Et comme Gérard est dans cette optique-là et les gens sont dans cette optique-là, et aujourd'hui c'est ça l'idée citoyenne, c'est d'être acteur de sa vie et de pouvoir apporter quelque chose. Pour l'heure, les 31 noms nécessaires ne figurent pas sur la liste mais sont en voie de l'être. Dans la commune de La Verrière, 3 autres listes sont aujourd'hui déclarées. Du côté de Magny-les-Hameaux, peut-être 3 listes en lice pour ces élections municipales. Bonsoir Dominique Gratepin. Bonsoir. Vous avez été conseiller municipal de la commune entre 1995 et 2001 dans la majorité de l'ancien maire Jacques Lolioz. Vous êtes en train de constituer une liste qui s'appelle Magny le bon sens. Pourquoi vous lancez dans cette campagne des municipales ? Eh bien en fait, donc, j'ai été conseiller municipal de 1995 à 2001. Et puis en 2001, je ne suis pas représenté. Personne ne m'a non plus demandé de repartir. Parce que je suis en fait un électron libre, c'est-à-dire que je dis un peu ce que je pense. Et donc, mais ça s'est très bien passé en fait. Je me suis endormi en toute confiance avec donc le maire Jacques Lolioz, qui avait fait des choses intéressantes, importantes. Et il avait fait notamment le domaine du Mérenté, la réhabilitation complète. Et je me suis dit que ça allait être la même chose avec le maire actuel. Mais en décembre, je me suis réveillé, un peu en sursaut, en voyant que la ferme de Gomberville, qui était en fait une pépinière doublée d'un centre équestre, eh bien que tout cet ensemble, qui avait été préempté par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, allait être livré à un promoteur pour faire 44 maisons. Dénoncez aussi ce qui se passe sur la ferme de Bulloyer. Alors, elle ne sera finalement pas vendue par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, qui l'a confirmé. Il y a notamment un projet de pérennisation agricole, de formation, de tourisme et d'insertion qui est en cours. Ça, c'est pas suffisant à vos yeux ? En fait, ces choses-là, apparemment, ont été annoncées il y a très peu de temps. Parce qu'en fait, moi, quand j'en ai parlé, c'était encore... rien n'était fait. C'est-à-dire que depuis 3 ans, les terres sont en friche. Il y a 4,5 hectares. Donc, ça pouvait accueillir 2 maraîchers. Et puis également tous les locaux qui sont en fait les anciens locaux de l'EPA, de l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin en Yvelines, qui sont à l'abandon depuis 3 ans. Donc il fallait faire des choses plus vite, peut-être ? Il fallait faire en fait des choses beaucoup plus vite, surtout qu'avant il y avait les jardins de Cocagne qui étaient dessus. Les jardins de Cocagne ont eu des problèmes et sont partis, mais rien n'a été fait non plus pour les pérenniser, pour les garder.
Donc ce qui a été fait, c'est de faire ce qui s'appelle une ferme périurbaine, qui a coûté quand même 800 000 euros au niveau de la commune. Et cette ferme périurbaine sert à très peu de personnes, parce qu'en fait, elle accueille 2 maraîchers actuellement, l'un pour alimenter une AMAP sur Manille-les-Hameaux, d'une centaine d'adhérents, et l'autre maraîcher, une AMAP de Guyancourt. Donc les Manicois payent en fait des choses fortement, alors que ça n'aurait pas dû être le cas. Alors, sur votre liste, parlons-en juste, la constitution de votre liste qui, je le précise, sera sans étiquette. Où en êtes-vous? Est-ce que vous êtes loin encore des 29 noms minimum qu'il faut pour se présenter à Manille-les-Hameaux? Je suis direct, hein, je dis vraiment ce que je pense et ce que je fais. Donc effectivement, j'en suis encore loin. Pourquoi? Parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils ont peur de venir... par rapport à leurs voisins, par rapport à leurs amis, de dire la liste, je quitte en fait aussi bien une liste qui va être de gauche, hein, c'est-à-dire les 2 listes opposées vont être sans étiquette. Mais en fait, l'une est une liste de gauche et l'autre la liste de droite, qui était par donc le maire sortant Génération Bertrand Houillon et de l'autre côté le conseiller municipal d'opposition Lionel Lindemann. C'est ça, tout à fait. Donc ça va être 2 listes, hein, une de gauche, mais la gauche un peu plus radicale, hein, avec la France Insoumise et Génération. Le PC ne va quasiment plus être représenté, le PS, je ne sais pas. Hein. Et de l'autre côté, c'est la droite avec En Marche. Alors le programme, il est en cours de constitution, il nous reste environ 3 minutes dans cet entretien. L'idée forte, en tout cas ce que vous voulez défendre, c'est la démocratie participative, mettre en place notamment des comités participatifs et consultatifs. Comment ça pourrait fonctionner justement? En fait, en s'inspirant beaucoup de ce qui se fait aux Molières. La ville des Molières, le maire... Dans le département de l'Essonne. Dans le département de l'Essonne, mais qui est juste à côté de Manille-les-Hameaux, a lancé cette démocratie participative depuis déjà 1 ou 2 mandats, et ça marche très très bien. À tel point qu'il a créé ce qui s'appelle aussi des communes et des citoyens, une association qui regroupe sur toute la France des gens qui veulent faire justement cette démocratie participative. Il y a aussi une autre idée, c'est la transparence que vous voulez défendre. C'est aussi une transparence. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de transparence actuellement à la mairie, à la ville de Manille-les-Hameaux, et je pense qu'il faudrait une transparence, notamment pour avoir les subventions de toutes les associations, à savoir les coûts exacts de tout, hein, de cette ferme périurbaine. Et il n'y a pas que la ferme périurbaine, il y a également le plateau de Chevincourt qui a été réaménagé en faisant 3 trous de golf. Et le golf, il faut savoir que le golf national est sur la commune. Donc pourquoi aller créer 3 trous de golf? Sur la commune de Guyancourt aussi, notamment. C'est à cheval, on va dire, sur les 2 communes, mais c'est localisé sur la commune de Guyancourt. Juste un mot, parce que c'est important, il y a une double identité à Manille-les-Hameaux, la commune qui est aussi bien membre du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse et de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Comment elle doit se positionner justement avec cette... En fait, ça s'était très bien positionné jusqu'à présent, c'est-à-dire en fait, Jacques Lolioz avait lancé l'idée que Manille-les-Hameaux était une petite ville à la campagne, et ça se passait très bien. Mais maintenant, en fait, la petite ville, eh bien, elle fait un petit peu n'importe quoi. Et puis, la campagne, depuis que j'ai reparlé d'agricole, eh bien, on commence à revenir un petit peu à dire la ferme de Gomberville, la ferme de Bulloyer, on va faire de l'agricole. Mais c'est pas maintenant, c'était avant qu'il fallait y penser. Dernière chose, est-ce que vous avez des rendez-vous de prévus, des réunions pour présenter le projet aux habitants manicois? Oui, alors j'ai un rendez-vous samedi à la salle Madeleine Landais et puis au village, hein, donc au restaurant scolaire Rosa Bonheur, au village de Manille-les-Hameaux. Et on retrouve l'ensemble des agendas de campagne des candidats au municipal sur notre site internet tv78.com. Merci Dominique Gratpin d'être venu parler de votre candidature Manille le bon sens. Vous êtes donc potentiel 3e candidat pour le scrutin des municipales. Et je précise que sont engagés également dans la campagne à Manille-les-Hameaux le maire sortant Bertrand Houillon et le conseiller municipal d'opposition Lionel Lindemann. Direction Elancourt pour refermer ce journal afin de connaître les enjeux des élections municipales dans la commune. Collines, commissariat d'agglomération, éducation, rénovation du pont de la Ville-Dieu. On fait le point avec Wilfried Richy. Elancourt, 25 000 habitants, membre de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, devrait être à l'honneur en 2024 lors des Jeux Olympiques si seulement les épreuves de VTT ne sont pas délocalisées à Chamonix. Le dossier Paris 2024 semblait définitif. Le manque de clarté des instances olympiques agace régions, départements et fédérations françaises de cyclisme, mais ravit certaines associations. Le prochain maire devra donc trancher, défendre ce projet ou favoriser une délocalisation des épreuves.
Autre grand projet à suivre, l'élaboration du commissariat de circonscription qui regroupera les effectifs d'Elancourt, de Trappes et de Guyancourt. Le projet date de 2005, l'État a donné en 2019 son agrément. Là aussi, le choix du prochain maire sera déterminant. L'équipement est annoncé pour l'instant comme un lieu d'expérimentation des nouvelles technologies. Un commissariat du futur et plus largement la ville de demain à imaginer. Les questions environnementales et écologiques s'invitent dans le débat, de la mise en place du bio dans les menus des cantines à l'accompagnement du développement de nouveaux modes de transport. Côté transport, un point semble avancer, le doublement du pont de la Ville-Dieu vers la Verrière reste à travailler sur les aménagements. Un quartier sera aussi à repenser lors de la prochaine mandature, celui des 4 arbres. Une réflexion complète doit être menée sur cette zone d'activité. Enfin, durant cette campagne, les questions d'éducation, de santé sont aussi abordées par les candidats dans leur programme. Sans oublier un dossier qui occupe également la campagne dans la ville voisine de Maurepas, celui de la construction d'un nouveau centre aqualudique dont la livraison est annoncée pour 2022. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Belle soirée avec TV78.